Ici, on va passer à présent à l'exposé de Philippe Grosseau. Alors, Philippe Grosseau est professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Il appartient au laboratoire de métaphysique allemande et de philosophie pratique. Ses thèmes de recherche sont l'idéalisme allemand, la phénoménologie et l'esthétique. Il est auteur de traductions d'ouvrages de Hegel, de nombreux livres et articles. J'en citerai quelques-uns. Système et subjectivité, paru en 1996. Questions de système, études sur les métaphysiques de la présence en soi, paru en 2007. Ces deux ouvrages se trouvent à la petite librairie que nous avons à côté. Et ces trois derniers ouvrages sont L'existence musicale, essai d'anthropologie phénoménologique, paru en 2008, L'ironie du réel à la lumière du romantisme allemand, paru en 2009, et Comme un corps lourd dans une eau sombre, essai sur le rayonnement paradoxal, paru en 2011. Il est actuellement aussi le responsable de la publication des œuvres de Maldiné, Henri Maldiné, au CERF, aux éditions du CERF. Voilà. Et je lui cède à présent la parole pour un exposé qui s'intitule « Le réversible et l'irréversible » chez Vladimir Jankélévitch. Merci bien. Alors, je voudrais commencer moi aussi par remercier les organisatrices, à savoir Flora Bastiani et Joël Ancel, et remarquer que de les remercier à mon tour ne signifie pas que ce soit une politesse formelle et convenue, mais sincère et amicale. Et puis, pour m'inscrire dans la continuité de ce qu'on a pu déjà entendre, mon propos portera sur Jankélévitch, mais peut-être dans la continuité de cette belle infidélité, fidélité dans l'infidélité qui caractérise nombre de nos interventions. Comme le montre l'ensemble de ces ouvrages de philosophie première, Jankélévitch a toujours su être et rendre attentif au paradoxe né de l'incessante temporalisation du temps. Ce temps dont l'être n'est que de devenir et qui de ce fait échappe à toute tentative de totalisation. Il n'y a pas d'expérience de la totalité, disait-il déjà en 1953 dans Philosophie première. Qu'est-ce que ça signifie? Sinon que je ne puis ni connaître tout ce qui a lieu, ni savoir tout ce qui se passe, n'ayant ni le don d'ubiquité, ni la possibilité de m'extraire de l'incessant devenir temporel, pour y mettre enfin le ressaisir en totalité subspecie aeternitatis, sous l'angle de l'éternité donc. Aussi notre être n'est-il que de devenir, car, selon sa propre formule, le devenir est l'insaisissable manière d'être de l'être, et il est également, selon cette autre belle formule, l'intuition même de l'être. Le temps, dit-il, est l'intuition de l'être. Alors, méditer le temps comme devenir requiert donc tout aussi bien de méditer le poids de son irréversibilité sur la conscience humaine. Conscience qui est un savoir bien ignorant, autant qu'une morale peu assurée. Et tel est l'enjeu de cet ouvrage publié en 1974, L'irréversible et la nostalgie, lequel, faisant de l'irréversibilité le sens du devenir, comme il avait fait préalablement du devenir le sens même de l'être, fait donc de l'homme lui-même ce qu'il nomme un irréversible incarné. Tout son être consiste à devenir, c'est-à-dire à être en n'étant pas, et par surcroît il devient, advient, survient, quelquefois même se souvient, mais ne revient jamais, dit Jankélévitch, mais ne revient jamais. Or, non seulement une telle méditation de l'irréversibilité du temps, qui intimement nous définit, nous fait comprendre le sens de la passéité du passé, c'est une de ses expressions, puisqu'elle le caractérise, mais plus encore, en déterminant essentiellement l'intention de l'être, elle vise à ressaisir l'être même du temps en le distinguant de toute tentation spatialisante. Ne cessant d'entendre et de donner voix à la leçon de Bergson selon laquelle le temps, qui n'est que durée, n'a rien de spatial, Jankélévitch médite dès lors les incidences de l'irréversibilité, de la temporalité humaine, en dénonçant deux fantasmes toujours renaissants de réversibilité, à savoir celui d'une circularité mal comprise ou naturalisée, et je pense mal comprise parce que naturalisée, d'une part, et d'autre part, ce que j'appellerais le retour amont. La circularité
ne devient en effet synonyme de réversibilité qu'en étant l'objet d'une mésinterprétation, si ce n'est d'un contresens initial en lequel le présupposé naturaliste se fait entendre. Il faut être d'autant plus vigilant qu'il renaît sans cesse, ce présupposé naturaliste. Le mouvement circulaire, écrit Yankelevitch, est en effet une réversion dans l'irréversible. Formule importante, je crois. Aussi, n'a-t-il de sens qu'à partir de lui, et ne peut-il être pensé que comme un phénomène secondaire, c'est-à-dire fondamentalement dérivé. Soyons clairs et simples, les saisons ne reviennent qu'en se faisant suite et non en se superposant, en sorte que ce ne sont jamais les mêmes réalités qu'elles déploient. Ici, le temps ne double pas seulement notre rapport à l'espace, il l'origine et lui donne sens. C'est pourquoi le concept de circularité ne peut avoir une pertinence spéculative qu'à la condition d'être littéralement métaphysique. La réversion n'a donc de sens qu'au sein de l'irréversible. Et le temps est ici la vérité de l'espace. Aussi, toute idée d'un retour amont est-elle absurde, tant elle témoigne de son incapacité à prendre en compte et à prendre au sérieux l'advenir irréversible du temps, c'est-à-dire sa temporalisation même. Le temps, dit Yankelevitch, le temps irréversible est l'universel englobant. En sorte que c'est seulement à partir de la reconnaissance de cette irréversibilité que notre rapport au temps, comme à l'ensemble des phénomènes temporels, devient possible et pensable. Un tel propos signifie-t-il pour autant, et c'est là ma question, la nullité et l'impertinence radicale du concept de réversibilité, lorsqu'il s'agit de penser notre rapport au temps comme à tout ce qui, étant temporel, devient historique? Si Yankelevitch signale certes que l'irréversible est la temporalité même du temps, en sorte que celle-ci ne se conçoit qu'irréversible, il admet toutefois, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour la circularité, l'idée d'une réversion dans l'irréversible. Or, que peut signifier pour l'existant que nous sommes, une telle réversion? Et peut-elle même, une fois abandonnée toute naïveté d'une remontée du temps qui aboutit à le méconnaître autant qu'à le nier, peut-elle signifier quoi que ce soit, cette réversibilité? Comprendre le sens d'une telle question, c'est comprendre ce qu'on dit de l'être homme lorsqu'on le pense à partir de l'être irréversible du temps, et se demander de là ce qu'éventuellement on pourrait manquer et qui pourtant le caractériserait en manquant d'attention à l'idée de réversibilité. L'acquis majeur de cette puissante méditation de l'irréversible est probablement l'accès à une métaphysique de l'unicité telle qu'elle rend possible, pour l'homme, une méditation d'identité personnelle en termes de conscience morale. L'irréversibilité du temps signifie en effet tout d'abord qu'en ne cessant de passer et en étant l'objet d'aucun revenir possible, chaque moment présent acquiert une irréductible unicité. Même banal, le moment ou instant présent est unique. Son unicité n'est de ce fait pas tant empirique que véritablement métempirique, puisqu'intégré au flux ininterrompu de la temporalisation, il ne se produira qu'une seule fois, quand bien même ce à quoi il aura donné lieu serait parfaitement habituel, répétitif et pour tout dire insignifiant. Le réel est création continue d'imprévisibles nouveautés, disait déjà Bergson en ouverture de la conférence célèbre « Le possible et le réel » prononcée en 1920. Aussi, même lorsque je crois pouvoir anticiper ce qui va se passer, et que de fait, cela se passe comme je m'y attendais, tout est toujours nouveau, en sorte que rien de ce qui alors se produit n'a jamais eu lieu. Tout est neuf, mais aussi unique. Ce qui n'a lieu qu'une fois pour toutes
et ce qui a eu lieu ne peut pas plus ne pas avoir eu lieu qu'avoir lieu de nouveau. C'est cette unicité radicale liée à l'irréversibilité du temps que Yankelevitch caractérise, vous le savez très bien, comme étant semelle factive et prime ultime. Elle n'a lieu qu'une seule fois, et cette fois où elle a lieu est première autant que dernière. Or, devant l'irréversible, écrit Yankelevitch, devant l'irréversible, l'homme reste impuissant, mais non pas muet. S'il ne peut faire que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu, quand bien même s'efforcerait-il de ne pas en tenir compte, ce qui a eu lieu véritablement le fait parler. Qu'il s'en réjouisse ou le déplore, cette facticité, disons avec lui cette semelle facticité, l'oblige à revenir sur ce passé et le méditant à accéder à une conscience morale de lui-même. Ce retour de la conscience sur son passé n'est pas un retour du passé, quand bien même, comme pour le mélancolique, au sens psychiatrique du terme, et qu'entre parenthèses Schelling a très bien déjà vu dans Les Âges du Monde, comme pour le mélancolique, le passé ne passerait-il pas? Et serait-il sans cesse ressassé, on pourrait dire revécu, jusqu'à priver l'homme de la jouissance toute neuve du présent? Outre que l'irréversibilité temporelle est chez Yankelevitch intimement liée à la conscience de la mort, il est vrai que cette méditation de la facticité, de ce qui a eu lieu, rapporte davantage le philosophe à la méditation de ce que l'on peut regretter, par exemple le décompte de la vie passée, ou pire, de ce qui est cause de remords, la faute commise, que cela ne lui permet de méditer le soulagement que procure le dépassement d'une époque heureusement révolue. Ainsi comme il le note, c'est parce que, je le cite, le regret est moralement indifférent, éthiquement neutre, dans la mesure où l'on peut regretter n'importe quoi, qu'on peut même en venir à regretter nos journées vides et insipides, et cela seulement parce qu'elles ne le sont plus. Il a une magnifique formule dans L'irréversible et la nostalgie, et qui est terrible parce que belle, et réciproquement belle parce que terrible. L'ennui d'aujourd'hui sera paradoxalement le regret de demain. Terrible, en vérité. Mais plus cruel encore que le remords, plus cruel encore est le remords, cette souffrance morale que le coupable éprouve au souvenir de sa faute. Le remords ne ramène en effet pas seulement l'homme à la conscience de l'irréversibilité de ce qui a eu lieu, c'est-à-dire au fait que quelque chose a eu lieu qui n'aura plus jamais lieu, mais à la conscience de son caractère irrévocable. Quelque chose a été fait ou dit qui ne peut plus ne pas avoir été fait ou dit. Son efficace aura été entendue, inscrivant ce qui s'est passé dans un passé qui n'est accessible qu'en étant mémorable et qui, intransformable, devient factuellement inaccessible. Aussi l'irrévocable apparaît-il comme l'enjeu moral de l'irréversibilité temporelle, et indéniablement comme un chemin menant droit pour l'homme à la conscience de soi. La conscience de soi n'est en effet pas seulement la conscience d'être irréversiblement temporelle, usque ad mortem, et ce usque ad mortem est vraiment important, je crois. C'est également et identitairement surtout la conscience d'être moralement responsable, du fait de son imprescriptible liberté, responsable de ce que l'on fait et dit, jusqu'à avoir, selon les cas, possiblement à en rendre compte. Aussi est-il important de comprendre que si l'irrévocabilité morale trouve sa condition de possibilité dans l'irréversibilité temporelle, elle ne s'y laisse pas pour autant reconduire. Or, cette distinction est porteuse d'une nuance plus essentielle qu'il pourrait n'y paraître au premier abord, tant en fait elle engage, pour être pleinement saisie, la délicate question du statut de l'événement. L'irréversible n'est en effet irrévocable qu'à la condition de porter ce dernier au caractère semelle factif et prime ultime
de ce qui a eu lieu. Mais tout ce qui a eu lieu n'est pas pour autant tel que ce qui a été fait ou dit à ce moment-là ne puisse, empiriquement du moins, être défait ou dédit. Si tel n'est pas toujours le cas, c'est qu'il est parfois possible de refaire ce qui avait été mal fait ou de redire, voire dédire ce qui avait été mal dit et avait provoqué mésinterprétation ou malentendu. Certes, cela a pu être dit et entendu, et ça c'est irréversible. Mais ce n'est pas pour autant éthiquement irrévocable. Aussi, cette distinction des deux sens de l'irrévocable, métaempirique et éthique, oblige-t-elle Yankelevitch à distinguer, et je dirais sans trop d'aisance, puisqu'il ne la médite pas pour autant avec grande attention, me semble-t-il, l'oblige à distinguer malgré tout deux acceptions du concept d'événement. On trouve au moins ceci dans l'irréversible et la nostalgie que je vous livre. Distinguons ici l'irrévocable de l'événement en général, l'avoir eu lieu, cette distinction pouvant d'ailleurs consister à ne rien faire, comme dans tous les cas où la faute est une faute par omission ou littéralement par fainéantise. Or, le premier sens de l'irrévocable ne nous renvoie qu'à l'irréversibilité, laquelle, dit Yankelevitch, va de soi, car elle n'est qu'un autre nom pour le sens unique du devenir ou plus simplement pour le devenir lui-même. Yankelevitch nomme donc ici événement en général, ce qui ne nous rapporte qu'à la perpétuelle nouveauté de ce qui advient. Et tel était déjà le sens que Bergson conférait au concept d'événement dans l'incipit de sa conférence auquel je me suis référé tout à l'heure, le possible et le réel. Tout étant toujours nouveau, disait-il, j'ai beau me représenter le détail de ce qui va m'arriver, combien ma représentation est pauvre, abstraite, schématique, en comparaison de l'événement qui se produit. La réalisation apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout. Mais telle était aussi la raison pour laquelle Bergson en manquait la puissance proprement événementielle. Car que tout soit toujours nouveau, c'est indéniable, mais que tout soit toujours nouveau ne signifie pas que tout ce qui se passe est la puissance bouleversante de l'événement. Cette force d'irruption dans la trame temporelle, telle qu'elle crée un avant et un après dans le cours du monde et des choses. Or, c'est là précisément le sens fort que Yankelevitch vient à reconnaître lorsqu'il médite l'irrévocable au sens strict, c'est-à-dire l'irrévocable éthique, qui est, dit-il, le décret foudroyant qui refoule soudain la vie antérieure. Si juste et remarquable soit cette distinction des deux sens de l'irrévocable, d'un sens large qui nous rapporte à la nouveauté d'un irréversible continu et d'un sens étroit qui nous rapporte à la charge éthique et proprement événementielle dont est porteuse la distinction d'un imprévisible surgissement, elle n'en est pas moins extrêmement délicate, tant par sa sollicitation du concept d'événement, elle rend sinon suspecte, du moins problématique, l'exigence de Yankelevitch de ne penser le temps qu'à l'aune de la seule irréversibilité, mettant ainsi totalement à l'écart l'idée de réversibilité en la renvoyant à une seule confusion spatialisante. Pourquoi ? Peut-on véritablement, fût-ce pour penser le sens le plus authentique de l'irrévocable, solliciter le concept d'événement sans réintroduire dans l'analyse de la temporalité humaine l'idée certes paradoxale, mais peut-être bien essentielle de réversibilité. L'événement est indéniablement ce qui introduit une déchirure dans la trame du temps, créant un avant et un après, et déployant ainsi une conscience de l'irréversibilité. Mais toutefois que les choses ne puissent plus avoir lieu après comme avant, qu'elles soient ainsi devenues irréversibles, ne signifie pas pour celui qui s'y rapporte que sa réalité telle qu'elle change ne puisse le reconduire à celle qu'il avait naguère pu connaître et qu'il croyait, heureusement ou malheureusement, définitivement révolue.
De même, en effet, que Jankélévitch distingue deux significations possibles du concept d'irrévocable. De même, faut-il prendre garde à deux dimensions du concept d'événement. Jankélévitch écrit ceci. En fait, la tautologie et la paradoxologie sont vraies ensemble, mais ne s'appliquent pas aux mêmes choses. Ce qui est fait n'est jamais fait vaut pour la forme transformable et continue et le continu empirique des événements. Ce qui est fait s'applique à la qualité abstraite et vide du fait d'avoir fait. Or, précisément, ce qui nomme la forme transformable et le contenu empirique des événements ne sont pas pour rien dans l'intelligence que l'homme a de son rapport au temps. Et loin d'en signaler une corruption spatialisante, il lui confère une charge, sinon une pesanteur proprement existentielle. En effet, ce qui pour moi fait événement n'est pas d'abord lié au fait que ce qui m'advient soit irréversible, parce que précisément tout ce qui m'advient formellement et temporellement est irréversible. Mais c'est lié au fait que ce qui m'advient m'est affecté avant même que j'aie pu intentionnellement m'y rapporter. C'est là ce qui explique que cette réalité, nouvellement surgie, puisse tout aussi bien m'adresser, et heureusement ou malheureusement, à de toutes nouvelles possibilités qui jusqu'ici me semblaient inaccessibles et inenvisageables. Et cela autant que me ramener à ce que je pensais et parfois espérais irréversiblement passer et dépasser. Une fois distingué de la simple nouveauté, la puissance de bouleversement de l'événement est en effet telle qu'elle déstabilise tout acquis qu'on pensait irréversiblement installé. Aussi, pour penser pleinement le rapport de l'homme au temps, convient-il de distinguer entre l'irréversibilité du temps et ce qu'il est dès lors possible de nommer la réversibilité, non pas du temps, évidemment, mais la réversibilité des situations d'existence. Mais plus encore, il convient d'augmenter la première de la seconde. Le réversible se joint à l'irréversible comme le lierre au tuteur, en torsade. Il s'entremêle à lui et le double jusqu'à rendre pauvre toute vision naïve de linéarité. C'est pourquoi penser autrement que métaphoriquement cet entremêlement suppose dès lors de prendre au sérieux le concept de situation, tel qu'il est formulé dans l'expression que j'emploie et me permet de soumettre, de réversibilité des situations d'existence. Or, un tel concept n'appartient pas au lexique propre de Jankélévitch, et s'il est certes possible de le rencontrer sous sa plume, il est frappant de remarquer qu'il n'est présent qu'en étant neutralisé et placé sous l'horizon de l'irrévocable. Il écrit ceci, et c'est toujours dans l'irréversible et la nostalgie. Le domaine d'élection de l'irrévocable, ce sont les situations rares, exceptionnelles, désespérées, dont la seule issue est la mort. Le tsar Boris, hagard, Macbeth aux abois, traqués par les hérénies de son destin. Ils se battent l'un et l'autre dans la clôture de la chose faite et de l'irréparable. Soucieux de méditer le sens tragique de l'irrévocable, en tant qu'il accomplit l'irréversibilité du temps et confère à l'inéluctabilité de la mort tout son poids éthique, Jankélévitch ne pense ici la situation, il emploie le terme, que comme une variable d'ajustement. Plus l'irrévocable est patent, plus la situation est rare. A l'inverse, une irrévocabilité qui ne serait que formelle, comme dans l'irréversible de la simple nouveauté, nous renverrait à une situation commune. Pourtant, dans les situations rares, pour reprendre cette expression de Jankélévitch, ce qui emporte la conscience temporelle du sujet, ce n'est pas seulement qu'il est acculé à une décision irréversible et que plus rien ne sera jamais comme avant, c'est aussi que ce qui se joue alors est tel qu'il renverse un rapport de force ou une position naguère existante. Reprenons l'exemple de Macbeth. Pour avoir cédé au charme des sorcières, autant, je suis désolé de le dire devant une si noble assemblée, qu'à l'appétit de pouvoir de sa femme, Macbeth, devenu roi,
sait bien qu'il ne sera bientôt plus rien. Son trouble n'est pas seulement dû au remords de l'acte irrévocable qu'il a commis, à savoir l'assassinat du roi Duncan, mais à l'instabilité dans laquelle cet acte l'a mis. Ayant cru beaucoup gagner, il redoute d'avoir désormais tout perdu. Si la situation, au sens ordinaire du terme que signale le dictionnaire, nous renvoie à un ensemble de conditions et de circonstances dans lesquelles une personne ou un groupe humain se trouve, alors la situation exceptionnelle de Macbeth est tout d'abord pour lui celle d'une confrontation à ce qui lui échappe, qu'il ne peut plus maîtriser et avec laquelle il lui faut pourtant s'expliquer parce que précisément elle l'implique. Or, ce dont il perd la maîtrise, ce n'est pas du temps qui irréversiblement passe, parce que cette maîtrise, il ne l'a jamais eue. Ce n'est pas même du remords que peut lui causer l'acte accompli, car il n'a jamais pu revenir sur aucun de ses actes. C'est de sa condition même d'existant et de sa condition dans l'existence. C'est pourquoi être en situation, comme l'écrit rigoureusement Henri Mallinet, c'est se trouver sous l'horizon transpossible de son propre pouvoir-être. Sous cet horizon, explicite là le concept de transpossibilité qu'il emploie, c'est-à-dire sous cet horizon qui déborde de toutes parts l'existant et avec lequel il lui faut pourtant, à travers l'autre et à travers la chose, s'expliquer. La difficulté de cette explication qu'il lui faut mener avec ce qu'il ne maîtrise pas, ni ne peut maîtriser, dit la difficulté autant que la rareté de cette situation. En elle, ce qui importe, ce n'est pas d'abord l'irréversibilité du temps, c'est son ouverture originaire. Certes, l'originarité de cette ouverture est attestée par la puissance par laquelle elle me contraint et dont l'irréversibilité du temps est indéniablement l'expression majeure. Mais c'est là aussi la raison pour laquelle je puis ne plus la supporter. Et ainsi, paradoxalement, mais c'est une condition majeure de ce qu'existe et venir pour chacun d'entre nous, paradoxalement, refermer cette irréversibilité en la retournant pathologiquement contre moi-même, comme précisément dans le délire psychotique de Lady Macbeth, qui passera son temps à se laver la tache de sang qu'elle a sur les mains. C'est pourquoi cette même ouverture s'atteste tout autant par le fait que toute pathologie mise à part et jusque dans la prise en compte de l'irréversibilité métempirique du devenir, elle ne cesse de rendre possible la réversibilité de ma condition. Aussi, n'est-il pas possible de penser le rapport que l'existant entretient au temps, ou plus exactement de penser la temporalité propre de l'existant à partir du seul schème de l'irréversible, l'irrévocable. Du fait de son originaire ouverture au temps, le paradoxe ultime de la condition temporelle de l'être homme consiste en la réversibilité de ses conditions d'existence au sein de son irréversibilité et de l'irréversibilité de ce devenir. Peut-on dès lors émettre l'hypothèse selon laquelle la difficulté qu'éprouve la pensée de Jankélévitch, malgré son attention à ce qu'il nomme au moins 2 fois la réversion dans l'irréversible, donc la difficulté qu'il éprouve d'accéder clairement à une telle position, tient aux limites de son bergsonisme radical. Bergson, penseur de la nouveauté continue, penseur selon lequel toute temporalité qui ne serait pas pensée en termes de durée irréversible relèverait d'une confusion avec le concept d'espace, Bergson n'est effectivement ni un penseur de l'événement, ni de la situation, ni a fortiori de la réversibilité des situations d'existence. Pourtant, et ce n'est pas le moindre de ses intérêts, il n'est pas non plus pour autant un penseur dont la méditation rend radicalement impossible une telle évolution. En témoigne l'œuvre entière et majeure de Charles Péguy, qui, après n'avoir cessé d'apprendre de Bergson, fut quant à lui non seulement un penseur de l'événement, comme nous le rappelle cet extraordinaire numéro des Cahiers de la Quinzaine paru en 1905 et qui s'intitule « Notre patrie », et si vous avez l'opportunité de le lire, lisez-le, vous comprendrez ce que c'est qu'un événement historique. Mais également, comme Péguy nous le rappelle, lui qui a su donner ses lettres de noblesse au concept de situation et l'introduire philosophiquement dans la pensée. Je rappelle qu'entre 1905, 1906 et 1909,
il écrit 4 cahiers, tous intitulés « De la situation faite à ». Alors c'est de la situation faite à l'époque moderne, de la situation faite à l'histoire et à la sociologie, de la situation faite aux intellectuels dans l'époque moderne, etc. Et quelqu'un qui l'entendra, je ne sais pas si j'étais méchant, je dirais évidemment, mais je retire immédiatement le évidemment, sans payer sa dette, c'est Sartre. Il l'entendra dans L'être et le néant, chapitre 4, cette partie consacrée à la liberté, puis dans toute la série des situations, reprenant à Peggy ce qui ne lui rend pas. Que Yankelevitch reste bien plus en retrait que Peggy quant à l'importance à accorder à la réversibilité des situations d'existence pour penser la condition temporelle de l'être homme, est d'autant plus paradoxal que sous l'influence des romantiques allemands, que ce soit Friedrich von Schlegel, Jean-Paul ou Ludwig Tieck, il s'est tôt intéressé au concept d'ironie. Or l'ironie, même restreinte à un fait de langage, comme quant à lui il la comprend essentiellement, est tout de même, selon son expression admirable, l'art de tourner l'obstacle, c'est-à-dire finalement de renverser des situations ou des rapports de force. Et si tant est qu'on confère à l'ironie, comme j'ai quant à moi envie de le faire, un sens ontologique plus décisif, alors on comprend que ce qui est ironique n'est autre que le réel lui-même, pour autant qu'il est, comme le dit là encore Maldinet, ce qu'on n'attendait pas ni ne pouvait attendre. Fort d'un concept d'irréversibilité lui faisant comprendre que la direction du futur est la seule qui demeure ouverte, comme il le dit, Yankelevitch a su parfois s'emparer de cette ouverture, autrement qu'en la considérant comme l'advenu d'une seule irréversibilité, voyant alors en elle l'occasion de situations ironiquement réversibles. Et telle est sa description, là encore intéressante toujours dans ce même ouvrage, L'irréversible et la nostalgie, la description de l'homme désespéré, qui entend ces deux mots, pas encore, lui chuchoter à l'oreille, ne vous suicidez pas, attendez les nouvelles de demain. L'ironie des situations d'existence, c'est un passage dans une première version plus longue et que heureusement j'ai coupé pour vous, heureusement et pour moi aussi peut-être, j'avais pu mettre en rapport avec un texte de Kierkegaard d'une part et de Binswanger qui, dans sa clinique Kreuzlingen, raconte un événement absolument identique, tout à fait admirable. Un pas encore qui tout d'un coup change le psychotique qui allait se pendre avec ses bretelles dans le parc de Kreuzlingen parce qu'il voit passer une belette qu'il n'avait encore jamais vue et ça le divertit un instant et la belette passée, il dit ben non, j'attendrai demain. Et Kierkegaard fait la même expérience en racontant un panier de pommes de terre, ce qui pourrait ouvrir l'appétit, vous voyez, bonnette et pommes de terre. Donc, ne vous suicidez pas, attendez les nouvelles de demain. L'ironie des situations d'existence nous fait ainsi comprendre l'importance du renversement des horizons temporels. Et plus encore, cela nous fait comprendre que la prise en compte, à l'inverse de l'idée de réversibilité, altère le sens autant que la valeur dramatique, de la valeur même de la dramatique temporelle. Il est en effet frappant qu'à défaut d'une telle attention, la pensée de Yankelevitch, en faisant du temps un devenir et du devenir un irréversible irrévocable, s'oriente d'un point de vue éthique vers une rigoureuse pensée de la responsabilité, mais d'un point de vue existentiel vers une pensée, je me risque à toutes sortes d'objections, une pensée probablement moins nécessaire de la nostalgie et du tragique. Celle-ci confère d'ailleurs irrésistiblement à son écriture, comme à son œuvre entière, et comme en témoignent ses incessantes et admirables par ailleurs méditations philosophiques et musicales de la mort et de la nostalgie, une inflexion mélancolique, autant que ce qu'il est possible, là encore pour emprunter une formule à Henri Maldinet, de nommer une tonalité dépressive surmontée. Surmontée, mais tonalité dépressive. Ainsi écrit Yankelevitch, avec la conscience du déjà plus, l'homme nostalgique, l'homme de la réminiscence voudrait retrouver ce qu'il a perdu. À l'homme dépossédé par le devenir, il ne reste plus que le chimérique espoir de revenir et l'absurde et contradictoire attente d'un passé à venir. C'est l'irréversible qui donne au malheur passéiste d'incomplétude son caractère désespérant et incurable. Si revenir n'est effectivement qu'un espoir chimérique et absurde,
pathétique même, et parfois pathologique. La réversibilité des situations d'existence, elle, ne l'est pas. Et dès lors, s'il est juste, pour qui s'en tient à l'irréversibilité, de ne penser la dramatique de l'existence qu'en termes d'ironie tragique, car avec la mort tout finit mal, la mort est sinistre. En revanche, prendre acte de la réversibilité des situations d'existence nous conduit à méditer cette même dramatique en termes d'ironie que je qualifierais de tragicomique. Celle-ci tient au fait que, dans un temps ouvert, le sens de l'existence humaine ne connaît pas de dernier mot. Et s'il n'y a pas de dernier mot, cela n'est pas dû au fait, contrairement à ce que nous dit Yankelevitch, que l'irréversible et l'irrévocable sont toujours pénultièmes l'un par rapport à l'autre, mais à ce qu'une fois pris en compte l'inéluctable de la finitude et de la mort, la réversibilité des situations d'existence devient décisive pour comprendre notre rapport existentiel au temps. Car c'est ultimement elle qui nous permet de méditer l'ambiguë et l'intotalisable signifiance de ce qu'elle est, autant que son enjeu tragicomique. Je vous remercie. Je remercie Philippe Grosso pour son exposé. Je pense que si les questions... Vance Kappa. Allez-y. Merci, c'était important et beau, sur lequel j'espère qu'on aura beaucoup d'occasions de revenir. J'ai une question immédiate, donc pardon de c'est vrai d'avoir ce réflexe. J'ai trouvé très très beau l'éloge paradoxal de la réversibilité dans nos situations. Mais ma question elle est simple. Si ce qu'on peut renverser, c'est des situations, est-ce que ce qu'on renverse, ça n'est pas toujours de l'espace? C'est-à-dire, précisément, la manière dont l'ouverture du temps, la création du temps, les événements, a fini par se figer dans une condition, dans une contrainte sociale, spatiale, corporelle, psychique, mais tout ça étant de l'ordre du dépôt spatialisé. Je prends exprès un vocabulaire qui s'enferme dans les limites du verbe. Mais donc ma question elle est très simple. Est-ce que c'est la réversibilité n'est pas justement... Et ce qui est très beau dans l'exposé, c'est que la réversibilité de l'espace, qui est en effet négative du point de vue de une caractéristique non temporelle et une limite de l'espace, est-ce que grâce à ton exposé, on ne comprend pas qu'elle devient une force paradoxale qu'on peut retourner contre l'espace pour le remettre dans le... La réversibilité n'est donc pas seulement une fiction de notre esprit, mais une réalité de notre condition, mais qui revient à dire que ce qui s'est figé comme situation, et c'est le sens que Peggy donne à la situation faite, c'est évidemment pour refaire ce fait dans le se faisant. Mais c'est évidemment, effectivement, est-ce que ça ne veut pas dire que ce qu'on renverse, c'est vraiment des situations, mais pour les remettre dans ce temps, qui redevient alors l'irréversibilité, retrouvant son versant positif, par-delà son versant nostalgique et dépressif, qui n'est pas seulement un trait de caractère d'un tel ou d'un tel, mais qui est une condition de notre rapport au temps. Donc justement, retrouver... Donc voilà, c'est ma question. Alors, il y a des questions simples qui sont complexes. Et je serais d'accord sur tout, sauf un point. C'est peut-être le presque rien qui fait qu'on est... ça peut basculer. J'avais pas pensé effectivement le dire avec ce langage de la spatialité, mais c'est tout à fait suggestif et je méditerai. En revanche, je ne serais quant à moi pas d'accord sur l'idée que on renverse. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai introduit via Maldinet cette idée de transpassibilité, transpossibilité. C'est-à-dire, je pense que si la réversibilité de nos situations, évidemment, ce n'est pas la temporalité qui est réversible, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus, si la réversibilité des situations d'existence se présente à nous, sur le fond, c'est précisément jamais autrement que malgré nous. D'ailleurs, on peut évidemment vouloir du tout au tout changer le cours de son existence,
Et puis, mais même quand on, je sais pas, prenons changer de cours de son existence, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, c'est des choses très très précises que j'ai en tête et dans ce travail que je mène en ce moment sur ces questions-là. Imaginons par exemple le cas d'une conversion. Voilà quelqu'un qui a un cours d'existence, qui est un ingénieur chez Thomson, je sais pas, pourquoi pas, et qui gagne bien sa vie et qui tout d'un coup se convertit. Alors le sens peut avoir une acception explicitement religieuse, changer vraiment de vie, ou un sens plus en plus laïque. Et des conversions comme ça, il y en a mille et une. Je pense à celle de Gauguin, qui était amateur de peinture, gagnait bien sa vie, travaillait à la bourse, achetait des tableaux. Tout d'un coup, il abandonne femme, enfant, pour se consacrer à son art. Et je pense que les vrais retournements, les vraies réciprocités, elles ont lieu à un moment où l'existant est mis dans une position, sur le fond, qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire, il est mis en situation de transpassibilité, justement, et c'est ça qui m'intéresse. Et alors, du coup, je crois aussi que le problème que garde Péguy avec le concept de situation, c'est qu'il est malgré tout, il a la force du donné brut un peu déterminant. Et là-dessus, je m'en séparerais volontiers. Donc je dirais que c'est tout à fait intéressant l'idée de redéployer et donner dynamique de nouveau à l'irréversibilité du temps, de redéployer la spatialité dans l'irréversibilité du temps, je serais absolument d'accord, mais je dirais que le moment où ça surgit, il me semble toujours événementiel. Et s'il est événementiel, à mon sens, alors il a lieu avec nous malgré nous. Je ne pense pas qu'on soit les maîtres de ces situations, justement. Et c'est pourquoi on est mis en situation d'avoir à répondre. Parce que ce qui se joue en nous et malgré nous, enfin, ce qui se met dans la situation dans laquelle on est plongé, je ne sais pas, tout d'un coup, je désespérais d'avoir des enfants, il m'en arrive un. Je désespérais de me marier, je me marie. Je désespérais de retrouver un travail, j'en ai un. Et c'est ça, pour moi, des situations qui, tout d'un coup, rebasculent. C'est-à-dire, et c'est là que je parle de tragicomique, parce que du coup, il n'y a pas plus de nécessité à ce que la vie finisse mal qu'elle finisse bien. Et on est dans une ouverture, mais alors qui est terrifiante, en fait, si on en prend vraiment conscience. Pour moi, cette découverte du tragicomique, c'est la découverte de l'effroi, vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas... les Grecs disaient, avant de mourir, on ne peut pas savoir si un homme aura été heureux. Il faut attendre le dernier moment. C'est assez juste sur le fond. Cette ouverture, ça trouve terrible. Jean-Pélévitch parle de cette situation dans l'aventure dans lui sérieux. C'est le fonctionnaire. L'aventure voit un beau visage dans la rue, il suit ce visage, et à ce moment-là, sa vie bascule. Et il fait un lien avec ce moment d'aventure qui a toujours le risque mortel, puisqu'il vit toujours l'aventure au risque, s'il n'y a pas un risque grave. Et c'est exactement cette réversibilité possible dont il donne un exemple dans ce truc. Puis pour dire juste une petite chose, qui conclut magnifiquement, qui conclut votre exposé magnifique, la nostalgie n'a pas d'archives, tout au plus des reliques, disait-il. Et ça dit votre tragique, presque tragique, se lire comme ça. On n'a pas de questions, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre que je vois de la question. Il y a beaucoup de questions, alors je vais très vite à l'essentiel. Je reviens sur un aspect de votre exposé qui concerne Bergson, qui serait au fond, et c'est à mon avis son originalité dans le XXe siècle et sa rupture, enfin en tout cas sa différence avec Deleuze, c'est que c'est l'attention de la nouveauté sans événement. En fait. Parce que je reviens sur une formule que tu avais tu expliquais que tout soit nouveau ne signifie pas que tout soit à chaque fois bouleversant. Et en reprenant et Bergson va jusque-là en fait. La réalité, pour peu qu'elle soit intemporelle, elle est à chaque fois bouleversante, ou plutôt elle est un bouleversement permanent. Il y a cette formule en forme de jeu de mots de Bergson, qui est un bon mot qui est rapporté, que la réalité est une évolution c'est une évolution qui est une révolution qui n'en a pas l'air. Et l'air, il joue sur l'air avec le R en fait, de révolution. Donc, le nouveau se produit à chaque instant, et Bergson va jusqu'à soutenir que chaque moment a l'intensité, justement, la singularité d'une œuvre d'art. Mais ça, on ne l'aperçoit pas. En passant par l'espace, en passant par l'illusion qui nous empêche de l'apercevoir. Voilà, c'était juste une... Je sais bien qui dit ça, et c'est justement ça avec quoi je ne suis pas d'accord. Si tout est toujours bouleversant, rien ne l'est jamais. Telle est l'objection, et je la crois très importante. C'est-à-dire que si on ne peut pas comprendre que
continuité du temps, il y a de la discontinuité qui à un moment fait basculer ce que nous sommes, alors le tout est nouveau, il est juste, mais en même temps il n'est pas descriptif de ce que nous sommes. En réalité, il n'y aurait pas d'événement bouleversant s'il n'y avait pas de changement tout le temps. Eh oui, mais ça ne suffit pas. Le changement permanent est une condition de possibilité, certes nécessaire, mais insuffisante. Au moment où l'événement se produit, on l'aperçoit dans son caractère spectaculaire exceptionnel, c'est qu'il y a eu du nouveau tout le temps auparavant. Sinon, il ne pourrait pas y avoir. Sinon, il y aurait du néant. Ce que personne refuse, c'est de partir de quelque chose qui surgirait à partir de ça. Objecter la chose inverse. Est-ce que la situation vécue ici, pour chacun d'entre nous, ce matin, est bouleversante? Alors, je veux bien que ma parole puisse l'être, mais il ne faut pas exagérer quand même. Je ne suis pas à ce point. Elle peut l'être. Il y a peut-être des gens qui vont ensuite un article et qui vont. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas, nécessairement. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que l'événementiel, il ne surgit pas quand on l'attend et quand on le sollicite, surtout. C'est ça le problème. C'est une rencontre, et c'est en cela qu'il est bouleversant. Donc, le tout est toujours neuf revient à tout est toujours vieux. Le tout est toujours bouleversant revient à rien ne bouleverse jamais. Oui, un dernier. J'ai beaucoup apprécié projet très riche et peut-être pas bouleversant, mais quand même. Alors, en particulier, quand vous parlez de la mélancolie, ça fédère un peu plusieurs fils de ce que vous avez dit. Lorsque vous dites par exemple que les crises de mélancolie s'accompagnent souvent de ruptures irréversibles. Je pense, alors là c'est sur la circularité aussi, je pense à ce que disait Winnicott, qui disait que la crise psychotique, notamment mélancolique, est la répétition d'une catastrophe qui a déjà eu lieu, mais dont on ne se souvient pas. Donc la question est, est-ce que la circularité définit la mélancolie? Est-ce que, d'autre part, il est absolument avéré que le mélancolique est totalement incapable d'ironie, peut-être pas dans les périodes de crise, mais c'est ça la question. C'est que la mélancolie est peut-être une sorte de paradigme de la circularité, mais qu'elle est aussi autre chose. Oui, alors, d'abord je pense que vous êtes beaucoup plus savant que moi et compétent que moi sur ces questions, donc je m'y risquais prudemment. Je serais assez d'accord avec vous, je pense que, en fait, psychiatriquement parlant, le mélancolique peut vraiment se penser, parler hier du ressassement, dans d'autres circonstances, comme celui qui ressasse, mais qu'est-ce qu'on ressasse, sinon vraiment un événement qui, passé inaperçu, ayant été remarqué par exemple, c'est aussi possible, fait qu'il est le moment indépassable. Alors j'évoquais plus exactement dans le cours de mon exposé un temps Schelling et ce beau texte que vous connaissez, c'est au début des âges du monde, c'est un texte lui-même parfaitement mélancolique que Schelling n'est jamais arrivé à terminer, puisqu'il devait écrire le passé, le présent et l'avenir, et il était bloqué dans la répétition au passé. Et Schelling, donc c'est un texte théologique sur le fond, mais il y a une magnifique paragraphe qui a une dimension proprement anthropologique, où il dit ceci, qui est d'une puissante vérité, et terrible. Il dit « Un homme qui ne peut pas poser son passé comme dépassé se condamne à le revivre, reprendre tout le temps, et n'avoir jamais ouverture à l'avenir. » Alors, ça pourrait être aussi la définition du mélancolique qui ressasse. On aimerait bien parfois. J'ai enregistré les ordres à peu près. Regardez par là. Ah non, ça fait depuis longtemps qu'elle avait le. Moi aussi, depuis le début. Ah bah j'avais pas vu le excusez-moi, alors. C'est ma faute alors. On aimerait parfois renverser le cours du temps et l'entendre. Vous entendre. Non, simplement. Quelle distinction ou quelle relation vous feriez entre l'idée de réversibilité des situations humaines et l'idée de révocabilité des actions humaines? Parce que justement, chez Jean Kelevitch, il y a ce paradoxe très fort de la destinalité et de la liberté
Justement, le code, c'est l'ordre de la destinalité, l'irréversibilité du temps, et notre liberté ne porte finalement que sur le quid, enfin sur les manières, hein, les manières et non pas sur les manières d'agir et non pas sur ce qui est de l'ordre de la quantité. Il y a quand même cette idée que tant que l'acte n'a pas été accompli, il est révocable. Enfin, pas réversible justement, mais révocable. C'est-à-dire pour moi, irréversible, c'est attaché à l'ordre de la destinalité. Et irrévocable, ou révocable, irrévocable, plutôt à l'ordre de la liberté. Et une fois qu'elles ont été accomplies, eh bien, on peut effectivement essayer de faire mieux la prochaine fois, mais on ne peut pas faire que ce qui a été fait n'ait pas été fait. Donc voilà, quel point il faut cette D'abord, je vous remercie de la question parce qu'elle me permet de préciser un point qui est pour moi très important. Je dirais que pour moi, la nuance entre ce révocable et ce réversible, c'est le problème de l'intentionnalité. Et il est crucial pour penser ce que j'appelle les situations d'existence. C'est-à-dire que dans l'irrévocable, dans le révocable, on est dans l'intentionnalité. Et donc, on peut le décrire en termes d'intentionnalité, même, ça plairait évidemment pas toujours au lexique ça conviendrait pas toujours au lexique de Yankelevitch, mais on pourrait le penser en termes de projet. Et en ce sens, si vous voulez, face au révocable, eh bien, on se met en situation de choisir ceci ou cela, et puis si on a dit une bêtise, eh bien, on peut y revenir, et c'est notre liberté qui s'accomplit intentionnellement, et on peut le décrire en termes de nationalité. Or, ce que j'appelle la réversibilité des situations d'existence, c'est justement soustrait à la dimension intentionnelle. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur l'idée que quand elles ne surgissent qu'avec nous, malgré nous, en nous mettant en situation d'avoir à répondre à ce qu'on n'a pas sollicité. Or, dans le fait que ma parole soit révocable, j'y réponds parce que je reviens sur ce dont je m'aperçois. Mais être plongé dans une situation d'existence qui peut nous ramener à ce qu'on espérait vraiment loin derrière nous. J'avais une réussite, tout d'un coup, un malheur fait que je ne deviens plus rien, et au moment où je désespère de ma vie, tout d'un coup, ça revient. Alors, ne croyez pas que... je suis sûr que vous ne croyez pas que c'est totalement fantasmagorique, parce que je crois que ça décrit vraiment ce que chacun d'entre nous sait son vivre. Enfin, c'est ces renversements incessants qui fait qu'il n'y a pas d'acquis irréversible. Et c'est pas, à mon avis, pas un hasard si c'est un des thèmes majeurs du travail du romancier. Le roman fonctionne presque toujours sur ces réversibilités des situations existantes. Mais du coup, ça donne au roman une vertu qui n'est pas seulement un libre aller d'imaginaire pour nous détendre et nous faire voir ailleurs, nous soustraire à la fascination encombrante de la réalité, mais qui nous y renvoie directement. Donc, moi, la distinction, pour moi, elle est là, intentionnelle, inintentionnelle. Comment vous pourriez... Non, il y avait une question là. Attends un petit peu longtemps. On y arrive. Alors, je ne suis pas du sérail, donc je dois le dire. Ma formation et ma pratique a été de clinique ce matin et de questions qui y touchent à été psychiatriques et psychanalytiques. Et c'est donc pour moi très étonnant de toujours me retrouver de temps en temps dans des colloques de ce genre, très stimulants aussi pour la pensée, car nous allons penser. Et ce que je voulais dire, c'est évidemment vous abordez des situations d'existence. J'ai deux questions. La première, c'est comment se fait-il qu'en abordant tout ce que vous avez abordé ce matin, alors évidemment à travers trois auteurs, il n'y a nulle mention de l'hypothèse de l'inconscient. Est-ce pensable? Est-ce que, ma grosse question dans ce colloque, en remerciant tous ceux qui sont intervenus que j'ai entendus, parce que je trouve que je suis en train d'essayer d'écrire sur un texte qui devrait s'appeler « Le contre toute attente ». Alors, les questions pour l'instant, évidemment, remplies presque de bonheur, et les questions sur l'irrévocable, l'irréversible, évidemment, et l'événement, comme vous le traitez, c'est du pain blanc, pour moi, en quelque sorte. Est-ce que, et ça je ne sais pas, ces trois auteurs qui ont vécu du temps de Freud et certains de Lacan
ont-ils eu connaissance, ont-ils pris connaissance de cette découverte que l'hypothèse de l'inconscient, et qu'en ont-ils fait? Ça, c'est pour moi une grosse question. La deuxième grosse question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme différence de discours dans un colloque comme celui-ci, mais ça c'est plus délicat, et dans des colloques où je suis habitué de rencontrer des collègues, c'est-à-dire qui touchent à la psychanalyse. J'aimerais saisir qu'est-ce qui différencie les discours là-dessus. La troisième question, c'est à propos, vous restiez dans l'énigme, sur peut-on savoir. Pardon. La troisième parmi les deux. Si vous voulez, peut-on savoir, quand on dit comment savoir qu'on ne se trompe pas, c'était la fin du propos de M. Picot. Question de voir. Bon. Peut-on savoir? Eh bien, c'est possible qu'on puisse savoir. Peut-être pas au moment de l'action, si on vient à un thème de Maurice Blondel, par exemple, mais peut-être après coup, on peut quand même savoir. Il y a peut-être des réponses à apporter. En tout cas, si on tient compte de l'inconscient, je pense qu'on peut savoir un petit quelque chose. Bon, ça fait c'est énorme, mais je lance ça quand même, parce que personnellement, je suis passionné par ça. Je ferai une très brève réponse parce que... Ah mais oui, non, moi je suis désolé, mais je ne peux pas poser des questions qui ne sont pas les miennes. Très, très brièvement, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir... c'est des questions ambitieuses et longues, et ça demanderait beaucoup de temps, mais j'ai pas parlé de l'hypothèse de l'inconscient, selon vos mots, parce que tout simplement, on peut traiter l'irréversibilité sans les rencontrer, et dans 30 minutes, on n'est pas obligé de tout mêler. Mais les auteurs que j'ai sollicités, particulièrement Yankelevitch ici, je ne crois pas que... Enfin, François Schwab contredira ou infirmera. Freud, mais lui disait qu'il n'était pas atteint par le virus héréditaire. Voilà, c'est... En un mot. Le père de Yankelevitch a traduit le premier Freud en France. Oui, et Yankelevitch disait ironiquement: je ne suis pas atteint par ce virus. Oui, bon, d'accord. Voilà, ça va pas résoudre non, mais le je veux dire, problème. il n'a pas parlé d'inconscient. Et alors, pour d'autres auxquels j'ai pu faire référence, les lecteurs de Mallinet savent bien à quel point son intérêt pour pas tellement pour Freud, il faut quand même le dire, mais enfin pour la psychiatrie est très prégnante dans son œuvre. Mais votre topo est très prégnant aussi. Oui, je ne le nierai pas, mais je pense aussi qu'on peut décrire des réversibilités sans convoquer forcément, nécessairement ces questions-là. Qu'elles viennent et qu'elles aient leur place, c'est indéniable. Il y avait une autre question là, oui. Comment on pourrait qualifier la tentative du procrastinateur de déjouer, de contrecarrer l'irréversibilité du temps en remettant à plus tard et en ralentissant encore la venue du déjà lent lendemain? Est-ce que c'est pas une façon, cette nostalgie de ce qui n'a pas encore eu lieu, de faire que le temps, soit un peu déstabilisé dans son irréversibilité? Oui, vous avez tout à fait raison. Je dirais que c'est une tentative absolument désespérée et pathologique de s'y soustraire, fondamentalement. Et l'effort de se soustraire à l'irréversibilité du temps, d'essayer justement de s'en dégager pour ne pas en être affecté, est l'indice précisément d'une pathologie. Toujours, parce que sur le fond, on ne peut rien faire d'autre qu'avoir à se temporaliser. Et je crois que peut-être une des conditions minimales de la sagesse, c'est d'accepter ce qui m'est arrivé de nommer naguère une inquiète patience. C'est-à-dire, l'inquiète patience, c'est quand même cette inquiétude qui est non pas psychologique mais temporelle. Enfin, Unruhigkeit, disent les Allemands, c'est-à-dire on est dans la dynamique du non stable. Ça, c'est de l'inquiétude, et en même temps, on ne peut faire que patienter cette inquiète patience, parce que sinon, justement, on est constamment contraint à la vivre malgré soi. Et c'est pathologique. On a un exemple possible de pathologie. Oui. J'ai une simple question encore. Je peux appliquer à ces paragraphes à l'égard de Bergson
pourquoi appliquer à cette découverte de l'irréversibilité réversible le terme ironie et pas humain? Pourquoi appliquer le terme d'ironie? Humour. Ah oui, eh ben, c'est une importante question, merci, parce que l'ironie n'a pas pour vocation d'être drôle. L'humour, oui. Un trait d'humour fait sinon rire, du moins sourire. Et quand les humoristes sont vraiment bons, ce qui est rare, d'ailleurs, comme toute chose, ils sont vraiment drôles. Donc la destination de l'humour, c'est le rire. Or, l'ironie peut être entendue, alors elle est toujours entendue au moins comme littéralement trait de langage, et quand on est ironiste, on peut être parfaitement amer et très mordant. Moi, ce qui m'intéresse dans le concept d'ironie, c'est justement l'idée non pas seulement du trait de langage, mais de l'inversion qu'elle porte. Et c'est-à-dire que je suis plus attentif dans l'expression ironie à ce qu'on arrive parfois dans l'usage courant de la langue de nommer l'ironie du sort. Le sort étant un concept qui m'effraie un peu, je préfère celui d'ironie du réel, c'est-à-dire pour laïciser en quelque sorte ce sort qui nous joue des tours et des détours incessants. Mais sur le fond, c'est pour ça que j'emploie ironie et pas humour. Du coup, l'ironie, vous voyez, elle peut être cruelle, elle peut être heureuse. Enfin, je veux dire, je peux enfin voir arriver ce que je n'attendais plus, et au moment heureux, que je crois pouvoir le maîtriser, s'inverser en mon plus grand malheur. Enfin, ça, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est le quotidien de la quotidienneté, mais pas loin. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Écoutez, on va pouvoir mettre fin à cette matinée, puis aller manger, voilà. Mais je remercie toutes les interventions, nous avons eu de très belles discussions.